Je vais maintenant céder la parole à Thibaut Grissinger, qui est docteur en neurosciences cognitives. Donc, Thibaut Grissinger, après avoir effectué un doctorat à l'École normale supérieure, a lancé donc le ACT Lab, dont il est directeur, et qui a pour but de montrer l'apport des sciences cognitives, sciences du comportement, dans l'action publique. Merci beaucoup pour ta présence. Merci. On m'a dit de me mettre dans la lumière, mais je ne sais pas si... Je suis dans la lumière, là? Ouais, ok. Ouais, j'ai une présentation. Ouais, c'est la deuxième. On peut décaler l'ordi? Doucement. Ok. J'ai l'impression d'être James Bond. Ça va comme ça? Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Je peux me démasquer? Bonjour, merci d'être là, au chaud. On est mieux que dehors. Donc, on se donne 20 minutes. C'est parfait, 20 heures pile. Donc, le but de ma présentation, c'était un peu de vous communiquer comment est-ce que nous, on aborde la dimension un peu d'action ou d'opérationnalisation en fait, des connaissances qu'on vous a montrées jusqu'alors. Et en fait, la question qui nous anime avec mes collègues, c'est celle-ci. C'est de savoir en fait comment est-ce que les sciences comportementales peuvent-elles aider à mieux répondre en fait aux enjeux de transition. Donc la question, c'est comment est-ce que tout ce qu'on sait sur ce qu'on vous a présenté, eh bien, peut finalement être actionné pour arriver au but qui est le nôtre, qui est de faire en sorte d'infléchir les modes de vie ou les usages. Et donc, si on catégorise le monde en deux sous-groupes, il y a d'un côté la recherche académique, dont vous faites peut-être partie. Donc là, j'ai repris une illustration des sciences cognitives, parce que souvent, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on oppose cognition, émotion, etc. Dans ce qu'on va appeler les sciences cognitives, c'est un ensemble de disciplines académiques qui ont pour objet de décrypter la cognition, humaine, mais pas que, et donc qui vont intégrer des disciplines comme les neurosciences cognitives, la psychologie cognitive, mais également de plus en plus de sciences dites sociales, notamment l'anthropologie, et en l'occurrence l'anthropologie cognitive, pour essayer de regarder quelles vont être l'influence des différences de culture, par exemple, sur les connaissances qu'on a sur l'esprit humain ou la manière dont il fonctionne. Et donc, en fait, dans ces approches-là, dont on est issu, en tout cas, c'est de ma formation, on essaie de naviguer, en fait, entre l'échelle, disons, du neurone, ou plutôt de millions de neurones, avec les techniques d'imagerie qu'on a, et des comportements qui vont être des comportements individuels, mais également des comportements plus collectifs, pardon. Et donc, on va aussi s'intéresser à tout ce qui va être heuristique social, ou l'information qu'on va capter chez les autres et qui peuvent conduire à ces normes sociales dont on vous a parlé. Donc, il y a énormément de connaissances dans ce domaine-là. Donc, vous en avez eu un aperçu. Et donc, ça, c'est le domaine dont je viens, en tout cas dans lequel j'ai été formé. Et de l'autre côté, en fait, il y a ce que je vais appeler les acteurs de la transition. Et les acteurs de la transition, typiquement, c'est ceux qui vont agir pour essayer de régler les enjeux de dérèglement, alors pas que climatique, je ne sais plus le terme qu'utilisait Alice tout à l'heure, mais de dérèglement environnemental, on va dire, parce qu'en effet, il y a chute de biodiversité, pollution, etc. Et donc, dans ces acteurs-là, alors je suis désolé, c'est que des logos d'organismes français, mais grosso modo, on peut retrouver tout ce qui est ville, région, département, mais également État à l'échelle des ministères, donc à mettre en place des actions publiques de manière à venir infléchir ou tenter de transformer les usages ou les modes de vie. Donc, ça va considérer dans tout un tas d'outils de politique publique qui vont aller de la taxe au bonus jusqu'à l'aménagement de la ville, voire même l'aménagement du territoire avec des disciplines plus urbanistiques. J'ai mis aussi d'autres acteurs qui vont être de l'ordre plus des think tanks ou alors des clubs ou d'entreprises qui, elles, vont s'intéresser à comment est-ce qu'on peut transformer les organisations privées de manière à les décarboner, ou en tout cas à réduire leur impact sur l'environnement. Donc, il y a un ensemble d'organisations qui s'intéressent à comment est-ce qu'on finalement peut changer ces organisations-là pour réduire leur impact, ce qui n'est pas un petit morceau. Et puis ensuite, il y a d'autres acteurs qui vont être des acteurs plus de recherche, alors là, en l'occurrence, sur le climat ou la biodiversité. Donc, moi, je viens issu des sciences comportementales, mais je ne suis pas du tout scientifique du climat ou scientifique de la biodiversité. Donc, du coup, il faut qu'on interagisse avec des personnes qui, eux, savent nous dire, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou dans quelle direction il faudrait prendre. Et puis, finalement, la société civile, qui est pas mal incarnée par des ONG ou des associations, des organisations,
avec qui on travaille et qui, eux, ont pour but soit de communiquer, de sensibiliser, d'outiller, ou alors faire du lobbying, faire de la pression au niveau des entreprises ou au niveau du politique. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle acteurs de la transition. Donc grosso modo, c'est eux qui font ou c'est eux qui agissent. Et de l'autre côté, il y a ceux qui essaient de comprendre la dimension humaine et sociale de ces enjeux-là. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on réunit ces deux mondes-là de manière à ce que ceux qui agissent eh bien, intègrent ces connaissances aussi sur le comportement humain. Donc, on vous l'a présenté tout à l'heure, par exemple, une campagne de communication qui se retrouvait être contre-productive. Donc ça, c'est clairement un cas de dissociation entre ce qu'on connaît sur les normes sociales et la manière dont c'est mis en place par les ONG ou les organisations. Donc ça, vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis 2000, ils bossent dessus, donc ça fait un moment quand même qu'on sait que c'est pas forcément la bonne stratégie. En revanche, il y a ces campagnes qui continuent d'émerger. Donc la question, c'est comment on fait en fait pour équiper ces personnes-là ou ces organismes-là des connaissances qu'on a en fait en sociologie ou en sciences cognitives ou sociales. Donc ça, c'est ce qu'on essaie c'est l'objet de notre activité avec le Act Lab. Et donc, dans la présentation, dans le cadre qui suit, j'essaie de vous présenter comment est-ce qu'on peut, ou en tout cas les premières ébauches de pistes de réponse, on va présenter ça comme ça, pour intégrer en fait ou faire communiquer ces deux mondes. Donc, dans un premier temps, peut-être pour préciser des choses pour celles et ceux qui viennent, qui sont issus de ces disciplines-là, si on prend un chapitre de revue littérature, donc là très récemment, en septembre, et encore plus récemment en décembre, donc là on est dans le futur, il y a des chapitres, en tout cas des journaux qui ont fait des revues d'un ensemble d'articles, en tout cas qui ont collectionné un ensemble d'articles de revues sur ce qu'on sait en fait en sciences cognitives, disons, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les enjeux environnementaux. Et en fait, en plongeant dans ces collections d'articles, donc qui sont vraiment l'état de l'art ou l'actualité, on peut classer, en fait, j'ai tenté de classer ça en 3 types d'interactions entre sciences cognitives d'un côté, comme je vous ai montré, et application aux enjeux environnementaux. Le premier, je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est en gros des articles qui ont pour but de dire, bah, voilà ce qu'on a en fait en labo, voilà ce qu'on a en stock et ce qu'on connaît, et sachant ces théories, je ne sais pas, sur comment est-ce que fonctionne une habitude, est-ce qu'on peut organiser une rupture d'habitude pour faciliter un changement de comportement, donc des connaissances qu'on a en sciences de la décision par exemple, comment est-ce que ça pourrait être utilisé par les acteurs de la transition. Donc ces articles-là, ces articles où ils posent des hypothèses en se disant, bah, sachant ce qu'on sait, voilà ce qu'on pourrait faire, mais sans vraiment creuser sur ce qui se passe vraiment, quoi. C'est plus de se dire, bon, bah voilà, je vous donne ça et ensuite vous vous débrouillez avec. Il y a d'autres articles qui vont utiliser des expériences en laboratoire en tentant de décrypter en fait ce qui va être spécifique aux enjeux environnementaux. On va avoir des expériences par exemple où on va manipuler la manière dont un message va être présenté, plutôt positif, plutôt anxiogène, plutôt actionner de la peur ou plutôt actionner, je ne sais pas, d'autres types de raisonnements, et de regarder en laboratoire et bien de mesurer si ça va conduire à une plus forte incitation à s'engager dans un changement ou à pas s'engager dans un changement. Donc là, on reste en labo, mais on fait venir en fait les thématiques des enjeux de société, des enjeux environnementaux, pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont un peu spécifiques à ces sujets environnementaux-là. Et un dernier champ, c'est finalement d'aller regarder les données qui sont sur le terrain, ou d'aller sur le terrain, faire des questionnaires, envoyer des enquêtes à large échelle, pour là essayer de comprendre dans le comportement des gens, de ce qu'ils en déclarent du moins, ou ce qu'on peut observer, eh bien, quelles sont les tendances que l'on peut décrypter, et de tenter à ce moment-là de renseigner un peu mieux sur ce qu'on sait sur ces mécanismes. Et donc, dans ce type en tout cas, dans la manière dont on va approcher ces interactions entre sciences cognitives, d'une part, et acteurs de la transition, ça va être beaucoup, finalement, de l'un vers l'autre et assez peu dans l'autre sens. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, nous, de notre côté, c'est de se dire, bon, c'est bien beau de savoir en théorie pourquoi est-ce qu'on a du mal à changer, pourquoi on a du mal à agir, mais ce qu'on veut à la fin, ce que le GIEC ou d'autres instances qui s'intéressent aux enjeux des règlements environnementaux, c'est agir. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins de voitures qui circulent, on veut qu'il y ait moins de plastique sur les plages, on veut qu'il y ait moins d'étalement urbain et d'artificialisation des sols, et on veut qu'il y ait moins de jambon ou je sais quoi dans les rayons, et et aussi plus de pluriculture, moins de monoculture, etc. Donc à la fin, c'est ça, c'est du concret. C'est-à-dire qu'on veut changer les comportements, ou en tout cas, on veut influencer, faire dévier les modes de vie. Et donc la question, c'est comment on fait. Donc nous, on se place ici, sur cette division très binaire du monde, pour essayer en fait de s'approcher de ces acteurs-là et de leur point de vue, de comprendre comment ils agissent et comment ils fonctionnent, et de ramener ponctuellement en fait ce que ces connaissances qu'on a sur l'humain peuvent nous fournir comme connaissances, pour essayer d'enrichir leur prise de décision, ou essayer d'intégrer petit à petit l'humain à leur manière d'agir. Donc j'ai mis ici 4, alors je vais devoir, je pense, accélérer, mais
4 manières dont on pense qu'on peut répondre en fait à cette question de mettre en lien ces deux mondes-là et faire tomber le mur qui était symbolisé par un tiret PowerPoint. Le premier, ça va être de faciliter la mise en œuvre d'actions plus impactantes. Donc en gros, ce qu'on peut faire, nous en tant que, disons, experts, avec des guillemets, des enjeux de sciences comportementales, ou en tout cas comme proche d'experts en sciences cognitives, eh bien, c'est d'aller au plus près de là où se fait la décision, de manière à intégrer en fait ces connaissances sur le comportement pour faire en sorte qu'elles soient véritablement impactantes. Et j'ai mis entre parenthèses juste, on peut en reparler, mais c'est une donnée qui est assez importante. Donc, une manière de le faire, et ça, c'est la manière un peu classique dont ça a été intégré. Donc, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est avec les politiques publiques. Donc, dans les acteurs qu'on vous a présentés, on travaille beaucoup avec les États, départements, régions, etc. On bosse de plus en plus avec des ONG, avec le privé moins ou pas, et on pourra en reparler pourquoi. Mais en tout cas, quand on prend l'action environnementale dans ce qui concerne les politiques publiques, donc c'est une classe d'action environnementale, eh bien, il y a une manière d'aller tirer en fait ces connaissances qu'on a sur la cognition dans l'action, c'est par ce type de dispositif, c'est-à-dire qu'on peut résumer le cerveau. On peut résumer en gros les connaissances qu'on a sur le comportement humain de manière les plus simples possibles et les plus instrumentales possibles pour qu'elles puissent guider l'action. Donc il y a une manière peut-être la plus prototypique, c'est de dire si on veut communiquer ou on veut engager quelqu'un ou une population dans l'action, de faire en sorte que bien cette action soit la plus facile possible, qu'elle arrive au bon moment, ou que le changement arrive au bon moment, qu'il y ait une dimension sociale, on en a parlé, qui est absolument fondamentale, et que l'option ou l'alternative vers quoi on veut les emmener, elle soit la plus attractive possible. Donc ça, c'est la version hyper simple. Et puis, il y a des versions qui ont été développées par l'OCDE il y a peu de temps, où il y a des espèces de guides sur comment agir. Donc, par exemple, il y a l'attention illimitée, les croyances sont disons, stéréotypées ou subjectives, les décisions sont influencées par tout un tas de biais, on en a un peu parlé, et finalement, la motivation, on en a également parlé, influencée par un ensemble de paramètres. Et ensuite, d'avoir des recommandations comme rendre attractif, rendre social, faciliter l'intégration des décisions, etc. Et donc, ce type de clés de lecture, je pense que le mot a été employé tout à l'heure, de clés de lecture des comportements, elles peuvent être mises à profit pour développer des actions qui sont un peu plus impactantes. Une manière de le faire qui, je pense, est assez robuste, c'est ce qui a été développé par le gouvernement français, qui est simplement faciliter la compréhension de la manière dont l'État va communiquer avec ses citoyens et ses citoyennes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. En France, ça, c'est la version simple. La version pas simple, c'est à peu près ça, mais en incompréhensible. Et donc, ce que cette équipe au sein du gouvernement a fait, c'est qu'ils ont fait un ensemble de recommandations en fonction de comment est-ce qu'en tant qu'humain, on traite l'information, de manière à rendre la communication la plus claire, non ambiguë, efficace possible. Et donc, ils ont édité un guide que vous pourrez voir qui est en ligne, et ils ont un dispositif qui permet de simplifier de manière quasi automatique en fait les courriers ou la manière dont on communique. Ces clés-là, elles peuvent être utilisées dans à peu près toute communication que vous pouvez faire. Et si vous vous rapprochez un peu des politiques publiques ou de la manière dont les gens communiquent aux citoyens ou citoyennes ou à n'importe qui, vous verrez qu'on coche à peu près aucune case de ces recommandations-là. Donc ça, c'est peut-être basique, mais c'est en tout cas pas si évident que ça. Donc c'est un premier point d'action. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place, qu'on va appeler des nudges, qui ont été catégorisés comme tels en tout cas, où là, l'idée, c'est de mettre en œuvre des actions en s'inspirant des clés de compréhension qu'on a vues tout à l'heure. Donc, le tri, rendre les emballages, le geste simplifié, de passer par des influenceurs, de gamifier ou de ludifier, de rendre un peu cool le changement de comportement, de simplifier les factures, etc. Si on regarde ce que ça donne, on a à peu près c'est une méta-analyse qui a été faite. On observe que, donc ça, c'est les différentes stratégies, disons, de nudge. Donc, on peut avoir de jouer sur la source du message, sur l'option par défaut, le fait de créer un espèce d'effet d'ancrage pour orienter la représentation vers ce vers quoi on veut amener ou non, rendre évident, saliant, etc. Ou jouer sur l'engagement, disons, public. Donc, c'est un ensemble de stratégies qui sont dérivées des clés de compréhension génériques que j'ai mentionnées. Et on voit en fait que, grosso modo, il y a certains résultats qui sont promising, donc en gros, qui sont OK, il y a un effet, un petit effet. Il y a des résultats qu'on va appeler mixtes, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une incohérence entre ce qu'on a pu observer dans les articles, et il y a quand même pas mal d'effets qui n'ont aucun effet. Donc ça, c'est une version simplifiée des méta-analyses, mais grosso modo, si on regarde l'effet de ces techniques-là sur les comportements, c'est des effets qui sont faibles pour dire le moins. Donc, si ça vous intéresse, j'avais édité un rapport en français où je reprends ça, mais on ne va pas s'attarder dessus. Le point ici est le suivant, c'est qu'à partir du moment où on utilise des clés génériques et on essaie de les mettre sur n'importe quelle action sans chercher à savoir pourquoi ou comment, à ce moment-là, il y a des résultats qui vont être plutôt mitigés. Et donc, pour moi, il y a au moins 4 raisons pour lesquelles cette stratégie ne fonctionne pas si bien que ça.
Le premier, c'est que l'outil qu'on va utiliser, il va dépendre de l'usage qu'on va en faire. Dit autrement, si on veut comprendre ce qui va rendre difficile le tri, c'est pas de mettre en place des communications sur les normes ou de faire en sorte que les poubelles soient salientes, etc. C'est déjà comprendre à l'échelle des individus qu'est-ce qui va rendre difficile en fait le fait de trier. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas dans quel plastique va dans quelle poubelle? Est-ce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on n'a pas de confiance dans le système de ramassage, etc. Et donc, d'essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui va bloquer les changements ou freiner les changements sur chaque type de comportement, ça va être la manière ensuite d'aller trouver des leviers qui vont pouvoir être un peu plus spécifiques. Deuxième point, c'est de se baser pas sur l'intuition en se disant bon bah j'ai l'impression de manière empirique que ce qui bloque les gens c'est ça, mais d'aller sur le terrain et d'aller regarder en fait concrètement auprès de ceux à qui on s'adresse, eh bien quelles sont les difficultés qu'ils ont, les barrières qu'ils ont, et là on peut utiliser ces clés de lecture qu'on a sur les habitudes, sur la perception, sur les normes, etc. Troisième point, c'est que même si on a développé des stratégies qui sont qui répondent à des vrais blocages qu'on a identifiés, qu'on est sorti de son intuition et qu'on a été sur le terrain, et bien ensuite d'expérimenter, de tester et de voir si en effet de mettre en place un type de communication spécifique, c'est efficace ou non. Et dernier point sur l'éthique, je laisse de côté, mais on pourra en reparler. Et donc ça conduit à une espèce de, à une espèce de version 2.0 de cette intégration des sciences comportementales dans l'action publique, qui consiste à une espèce de boucle-là, qui est maintenant assez bien répandue, et d'abord de comprendre pour chaque type de comportement qu'on souhaite faire évoluer ou qu'on souhaite faire changer, quels sont les types d'obstacles qui sont rencontrés par qui. Ensuite, de concevoir des leviers d'action, ou en tout cas des stratégies qui soient adaptées au regard de ces blocages, et ensuite d'expérimenter, de tester et au fur et à mesure de raffiner. Et donc là, on voit une deuxième clé d'apport des sciences cognitives, ce n'est pas uniquement les clés de lecture sur les comportements, c'est aussi les méthodes qu'on va avoir pour essayer de comprendre sur le terrain. Donc d'aller sur le terrain, de faire un examen des données qui sont disponibles, de faire là on peut mobiliser pas mal la méthodologie qu'on connaît, d'aller faire des focus group, d'aller faire des questionnaires, d'aller analyser des données qui sont existantes, etc., pour aller au plus proche en fait, du comportement et tenter de comprendre la difficulté qui sont rencontrées. Et donc la question qui était posée tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est pas du tout clair de quel comportement on veut changer. Dans les articles que je vous ai présentés tout à l'heure dans la littérature, il y a un terme qui vient souvent, c'est pro-environmental behavior, donc les comportements pro-environnementaux. Et dedans, il y a des choses comme réduire sa consommation de viande, faire plus de vélo, adhérer à des systèmes de taxation style taxe carbone, etc. Donc on met à peu près tout dedans et on se demande quel paramètre va engager les gens dans un comportement pro-environnemental. Sauf que les comportements ils sont assez distincts les uns des autres. Le fait de manger moins de viande, ça va impliquer tout un tas de difficultés liées aux normes, liées peut-être aux habitudes culinaires qu'on a, à la difficulté de savoir quoi cuisiner et quand, peut-être dans le contexte de famille, eh bien, des préférences alimentaires de chacun, du temps qu'on dispose, etc. Sur des choses qui sont par exemple liées au transport, on va être dans la planification, la capacité de pouvoir réagir dans un environnement incertain, si on prend le covoiturage, on n'a plus sa propre voiture pour aller chercher son enfant à l'école qui est malade, etc. Donc en fonction du type de comportement dont on parle, eh bien, on va avoir des blocages qui vont être spécifiques à ces types de comportements. Et heureusement, les scientifiques du climat dont je parlais tout à l'heure de la biodiversité, ils ont déjà ordonné un peu les actions qui sont les plus importantes en termes d'impact. On peut estimer l'impact du régime végétarien en termes d'émissions de carbone, ce que ça permet comme réduction, l'impact du vélo sur le trajet à court terme, etc. De manière à orienter, eh bien, se dire si on a assez peu d'énergie à mettre dans notre action publique, ce serait quoi les comportements que vous souhaitez faire évoluer en priorité. Là, il y a la même chose, mais avec les comportements sur la biodiversité. On peut regarder l'impact sur la biodiversité, de jardiner, d'installer la biodiversité dans le jardin, de consommer différemment, et à quel point c'est des comportements qui sont facilement mis en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ces personnes qui ont ces connaissances un peu plus techniques ou d'ingénierie pour essayer de comprendre de quoi on parle, de quel comportement on parle. Je passe là-dessus, mais sachez quand même qu'il y a des études qui s'intéressent à des comportements très spécifiques, heureusement, comme la consommation d'eau dans les foyers suite à une période de sécheresse, et qui vont regarder par des systèmes de questionnaires assez sophistiqués, eh bien, les paramètres qui semblent être les plus importants pour savoir quels sont les paramètres qui vont plus ou moins moduler les comportements de consommation d'eau. Donc là, on pourra en reparler, mais il y a des études qui nous permettent quand même de nous appuyer, sur lesquelles on peut s'appuyer, et qui nous empêchent à chaque fois de devoir faire du terrain systématiquement sur tous les sujets. Il y a déjà de la littérature un peu plus spécifique, mais elle est rare, hélas. D'où l'importance de la recherche fondamentale et d'où l'importance d'avoir un lien entre les deux mondes. Donc ça, c'est un point pour montrer que dans des comportements type zero waste, on va avoir plein de comportements différents, comme le fait de réduire son gaspillage alimentaire, très différent en termes d'action que le fait de composter. C'est assez différent que le fait d'aller acheter avec moins d'emballage au magasin, donc là c'est au niveau de l'achat, alors que là on est au niveau du foyer. Le fait de réutiliser ou de valoriser les contenants, ça va être un autre type de comportement. Et donc quand on creuse un peu ces thèmes-là et quand on va dans le diagnostic,
on se rend compte qu'il y a des comportements qu'on pensait un peu dans la même catégorie qui se retrouvent finalement être de nature assez différente. Là, j'ai mis une étude qu'on a fait sur le covoiturage, où on se rend compte qu'en fonction du type de trajet, si on est covoitureur, donc celui qui conduit, ou covoituré, celui qui prend le covoiturage, c'est autre chose. Si on est une femme qui covoiture, la confiance dans le covoituré de celui qui conduit va être différente parce qu'il y a un sentiment d'insécurité, a priori. Les publics qui vont être considérés comme captifs ou non captifs, c'est-à-dire qu'ils vont être dépendants du transport en commun, d'autres qui vont avoir le luxe de pouvoir prendre sa voiture, mais parfois plusieurs voitures par foyer. Entre, si on parle de territoires pesants, il y a moins peu de transports en commun, comme la campagne ou les territoires hyper maillés en transport comme la ville, ça va être différent. Donc, quand on creuse sur cette dimension-là, on se rend compte qu'il y a une interaction entre les types de comportements dont on parle et la manière dont nous, en tant que cognitivistes, disons, ou comportementalistes, on va permettre de les identifier et de les rassembler pour faire des études dessus. Je passe là-dessus, mais si ça vous intéresse, on a fait une étude avec le ministère de la Transition sur la partie d'évaluation, où là, on a fait une étude assez large, on a fait une expérience un peu randomisée pour tester différentes manières de présenter un score de réparabilité qui a un label qui va dire à quel point est-ce que votre ordinateur ou votre téléphone est réparable. Et donc là, derrière, on a fait une étude un peu plus, disons, avec une méthodologie assez robuste pour essayer de différencier certaines stratégies informationnelles. On peut en reparler en tous les cas. La présentation, je ne sais pas si on pourra la donner, mais toutes les références sont en ligne et tout ça, c'est en accès libre, si vous voulez aller regarder. Sur la partie de… On est un peu juste. Ok, 2 points là-dessus. Quand on parle de comportement, il y a le type de comportement, il y a aussi la question de qui on parle. Je fais un point là-dessus. Ici, c'est un schéma qui vous présente les émissions de carbone moyennes françaises. Ça, c'est la cible qu'on devrait atteindre, sachant les objectifs de Paris de 1,5. On va diminuer en fait par 5 nos émissions de carbone personnelles. Et cette étude a tenté de regarder quelle c'est la part qui pourrait être diminuée par les changements de comportement individuel, cette part-ci. Donc on est à 2 tonnes à peu près d'équivalent carbone. La part qui pourrait être diminuée par les investissements, dont on parlait tout à l'heure, les comportements efficients, je crois que vous avez efficients. Les panneaux solaires, par exemple, le fait d'investir dans la rénovation thermique, etc. Donc, c'est de l'investissement, c'est pas de changer son régime alimentaire. Et finalement, une part qui est un peu qui n'est pas due au comportement personnel, qui va plus à la structuration de l'offre, en fait. En gros, l'industrie du transport, l'industrie de la consommation, etc. Donc là-dessus, il y a 2 choses. Il y a peut-être déjà une part qui est non négligeable de transformation des comportements, qui est de marge de manœuvre. Et de l'autre, il y a le fait que cette marge de manœuvre, elle est limitée. Et donc là, il y a 2 notions qui sont à pause. Le salaire est corrélé aux émissions de carbone sur pas mal d'études. Et donc, si on s'intéresse à qui on doit cibler pour changer de comportement, pas de surprise pour savoir que tout le monde n'a pas le même impact, c'est une moyenne de comportement, et que les personnes qui ont des plus hauts niveaux de salaire, en moyenne, ont un plus grand impact sur l'environnement. Si on était des pouvoirs publics, on dirait s'il y avait une population à cibler, ça peut être le plus. Mais la deuxième partie, elle est liée, c'est le fait qu'on va toujours considérer le fait que tout le monde n'a pas la même marge de manœuvre, la même possibilité de changer, parce qu'on n'a pas les ressources, on n'habite pas dans endroits où toutes les alternatives sont simples. Et un deuxième point, c'est qu'on n'a pas tous le même rôle, le même place dans la société. Là, on a parlé de comportement, on parle souvent de comportement de consommateur, mais les individus, c'est aussi les CEO dans les entreprises, c'est aussi les personnes qui sont des ONG, c'est aussi les décideurs, c'est aussi les personnes qui sont en position de décision, et eux, ils n'ont pas de raison de penser qu'ils n'ont pas de barrière au changement de comportement. On a fait des études, par exemple, sur les élus locaux, pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas dans des politiques pour essayer d'adapter plus leur territoire, donc en gros de mettre de la nature en ville pour créer des points d'abaissement de la température pendant des périodes de canicule, le fait de mettre tout un tas d'ouvrages pour limiter en fait les impacts des règlements climatiques, ces politiques d'adaptation, pas d'atténuation qui limite les effets de gaz à effet de serre, mais d'adaptation qui fait que déjà le réchauffement qui est en cours, eh bien, on puisse absorber un peu ces impacts, notamment sur les canicules, les inondations, etc. Donc, on a fait une étude là-dessus pour savoir pourquoi est-ce que les élus, en fait, ne s'engageaient pas dans ce comportement-là. Donc, on peut prendre la même chose que je vous ai présenté tout à l'heure et appliquer la même méthodologie, mais avec des politiques, par exemple, ou des chefs d'entreprise. Je vais passer sur le 2, juste on fait des études qui sont des études de recherche-action. Là, on va creuser un peu plus sur le terrain quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par un certain nombre d'acteurs, par exemple les politiques dont on travaille en collaboration avec les laboratoires, par exemple sur l'usage des produits phytosanitaires chez les agriculteurs ou les agricultrices, ou sur les interactions entre différents acteurs de l'habitat pour tenter de lutter contre l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est des projets qui sont plus expérimentaux. On essaie de développer de nouvelles méthodologies, des méthodologies un petit peu différentes que celles que je vous ai montrées, pour tenter de basculer un peu plus largement de l'individu vers un changement collectif ou de système. Un dernier point que je voulais mentionner, je m'arrête là, c'est le fait que je vous parlais qu'il y a des difficultés qui ont lieu également au niveau de ceux qui prennent des décisions et ceux qui sont dans l'action politique.
Et il se trouve qu'il y a des études qui s'intéressent un peu à ça, notamment celle-ci, qui se rend compte qu'en fait, dans les plans de décarbonation qui sont faits, donc dans des États où on fait un plan sur 30 ans, sur quel secteur aller moduler ou quels investissements aller faire de manière à pouvoir infléchir les émissions carbone, eh bien, il y a une grande emphase qui est mise sur la technique. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, les techniques de voitures hydrogène, électriques, hydrogène, etc., mais également des techniques de capture de carbone, de séquestration de carbone. Et la dimension des modes de vie et des comportements est assez négligée, alors que dans le graphique que je vous ai montré, elle n'est absolument pas négligeable. Et donc, il y a plusieurs raisons à ça. Une partie, c'est que simplement, ceux qui sont dans la posture de décision, ils n'ont pas ces connaissances, ils sont dans un laboratoire. Donc, ils n'ont pas ces clés de lecture, en fait, sur les comportements, ils ne savent pas comment les appréhender. Un autre point qui est lié, c'est que autant la technique, les investissements, il y a des projections qui sont quantifiables, qui peuvent être faites d'un point de vue finance, d'un point de vue économie, autant sur les comportements, c'est plus difficilement quantifiable des changements de mode de vie, qui peut changer, quelle est la faisabilité de ces changements, à quelle échelle, etc. Et encore une fois, ils n'ont pas des méthodologies dont on dispose en sciences comportementales. Et le dernier point, c'est que la technique est perçue aussi comme neutre, et donc du coup, d'un point de vue démocratique, c'est plus facile à aborder des changements techniques que des changements de mode de vie, où là, on touche à des questions démocratiques profondes. Et il se trouve qu'une des actions qu'on fait, en parallèle, enfin, en plus de ce que je vous ai présenté, c'est de tenter de s'insérer à différents niveaux en fait, de la prise de décision pour essayer d'intégrer en fait, ces dimensions comportementales sur les processus de participation citoyenne, sur le design des politiques publiques et les stratégies de politiques publiques qui sont mises en place, ou encore sur l'évaluation qui est faite en termes de changement de comportement. Donc, on n'est pas obligé d'être des acteurs extérieurs qui vous ferment du terrain et ensuite renseigner l'action. On peut aussi rentrer au cœur de l'action, bosser avec des personnes qui sont politiques de l'évaluation d'impact, des designers, des personnes de Bruxelles, ou alors des animateurs, des personnes qui font de la concertation citoyenne pour tenter d'aller booster leurs outils et de s'insérer sur ce qui se fait déjà pour intégrer cette dimension humaine un peu plus profondément. Voilà, je m'arrête ici. Et le dernier point, bien sûr, une fois qu'on a développé de nouvelles approches, c'est d'outiller les acteurs et de faire un peu ce qu'on fait là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette présentation et tous ces éléments. Est-ce qu'il y a une rapide question de clarification? Sinon, on laisse ça pour le panel de discussion tout à l'heure. Non, pas de frustration. Alors, merci beaucoup, Thibaut. Oui, un peu, pardon, mais il faut qu'on suive le timing pour justement laisser place à la discussion. Donc, voilà, merci beaucoup. Et donc,